l'Iran. Terre de civilisations anciennes, d'or noir et de révolution. Un pays que l'Occident craint, admire, mais comprend rarement. Entre l'héritage d'un empire millénaire et la cicatrice d'une révolution sanglante, entre poètes mystiques et missiles balistiques, se cache une histoire complexe, interdite, essentielle. Voici le récit vrai, et souvent oublié, de l'Iran moderne. Téhéran, 1969. Des voitures américaines dévalent les grandes avenues bordées de cyprès. Le ciel est clair, les immeubles s'élèvent, modernes, ambitieux. Des femmes en tailleur Chanel croisent des mollahs en turban noir. Le Shah de l'Iran règne sur un pays en pleine transformation, qui fascine autant qu'il inquiète. L'Iran semble alors prêt à entrer dans le club des grandes puissances. Mais derrière les apparences, une colère sourde monte. Et personne ne veut l'écouter. Mohammad Reza Shah, le roi des rois. Mohammad Reza Pahlavi n'était pas destiné à régner. Son père, Reza Shah, militaire autoritaire, avait renversé la dynastie Qajar en 1925 avec le soutien des Britanniques. En 1941, contraint d'abdiquer par les Alliés pour ses sympathies nazies, il laisse le trône à son fils, alors âgé de 22 ans. Mohammad Reza Shah veut moderniser l'Iran, à marche forcée. Il rêve d'un pays occidental, industrialisé, laïque. Les années 60 voient naître la Révolution blanche, un ensemble de réformes radicales, redistribution des terres, droits accrus pour les femmes, alphabétisation de masse. Sur le papier, c'est un miracle. Mais dans la réalité, une fracture. Les grands propriétaires terriens perdent leur pouvoir. Le clergé chiite, marginalisé, se sent menacé. Et la population rurale, déracinée, afflue vers les villes sans structure ni emploi. Le Shah bâtit un empire, sur un volcan. L'or noir et les mensonges. L'Iran repose sur un trésor, le pétrole. Et ce trésor, ce n'est pas le peuple qui en profite. Depuis le début du XXe siècle, les compagnies britanniques contrôlent presque entièrement les ressources pétrolières du pays. Mais en 1951, un homme dit non, Mohammad Mossadegh, premier ministre nationaliste, fait voter la nationalisation du pétrole. C'est une humiliation pour l'Occident. Mossadegh devient une icône mondiale, jusqu'à ce que la CIA et le MI6 organisent un coup d'État en 1953, nommé Opération Ajax. Mossadegh est renversé. Le Shah, qui avait fui, revient au pouvoir en triomphateur. Mais il n'a plus d'illusions, sans l'appui des Américains, il n'est rien. Le peuple, lui, n'oubliera jamais cette trahison. La SAVAK, la police de l'ombre. Dès lors, le Shah gouverne avec poigne. Il crée la SAVAK, sa police politique, formée par la CIA et le Mossad. Torture, espionnage, disparition. L'opposition est muselée, la presse contrôlée. Les partis politiques sont dissous, remplacés par un parti unique. Même les mosquées sont surveillées. Le Shah veut faire de l'Iran une vitrine de l'Occident. Il investit dans l'armement, l'aérospatiale, les défilés militaires. En 1971, il organise une célébration grandiose à Persépolis pour les 2500 ans de l'Empire perse. Champagne coule dans le désert, hôtesse française, repas servis par Maxims de Paris. Le monde rit. Le peuple gronde. Un homme dans l'ombre, l'ayatollah Khomeini. Pendant ce temps, un vieil homme barbu, exilé à Najaf en Irak, écrit. Il s'appelle Ruhollah Khomeini. Un religieux chiite, longtemps marginalisé, mais au discours simple, percutant, le Shah est corrompu. L'Occident est immoral. L'islam doit redevenir le fondement de la société iranienne. Peu à peu, ces cassettes audio franchissent les frontières. Dans les écoles, les mosquées, les marchés, les mots de Khomeini se propagent. Il n'est pas le seul opposant, mais il est le plus symbolique. Une modernité à double vitesse. L'Iran des années 70 est une illusion. D'un côté, les riches vivent à l'européenne, discothèques à Shiraz, universités privées, voitures de luxe. De l'autre, les campagnes sombrent dans la pauvreté, les bidonvilles s'étendent autour de Téhéran. L'identité iranienne, tiraillée entre tradition et modernité, entre islam et sécularisme, vacille. La jeunesse étouffe. Les intellectuels s'exilent. Et malgré le contrôle brutal du régime, les manifestations commencent. D'abord isolées. Puis violentes. 1978, l'année du basculement. Un article diffamatoire contre Khomeini paraît dans la presse d'État. Les religieux protestent. La police tire à balles réelles.
il y a des morts. Les funérailles deviennent des rassemblements. Et tous les 40 jours, tradition chiite oblige, de nouvelles marches sont organisées. Le cycle de la colère s'emballe. En quelques mois, l'Iran est en feu. Téhéran s'embrase. Les raffineries sont attaquées. Les militaires hésitent. Le Shah est malade, affaibli, dépassé. En janvier 1979, il quitte le pays. Sans retour. Le retour de Khomeini. Le 1er février 1979, un avion Air France atterrit à Téhéran. À bord, l'ayatollah Khomeini. La foule est immense. Le régime s'effondre. Et avec lui, l'Iran entre dans une nouvelle ère. C'est ici que s'achève le chapitre du dernier empire iranien. Celui d'un roi soutenu par l'Occident, d'une modernité en trompe-l'œil, d'un peuple étouffé trop longtemps. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle ne fait que commencer. Le prochain chapitre te plongera dans l'explosion de la révolution islamique, l'utopie brisée, la république en armes. Téhéran. 11 février 1979. Le régime impérial est officiellement renversé. Des soldats désertent, des étudiants dansent dans les rues. Le peuple, ivre de liberté, croit tenir sa victoire. Mais déjà, dans l'ombre, un autre pouvoir se prépare. Une révolution aux multiples visages. La révolution iranienne ne fut pas le fruit d'un seul courant. Elle fut une coalition explosive, religieux, étudiants marxistes, intellectuels de gauche, libéraux, ouvriers, nationalistes, tous unis par un ennemi commun, le Shah. Mais une fois le trône vide, les divisions ressurgissent. Dès le départ, Khomeini impose son rythme. Il crée un conseil révolutionnaire. Puis, un gouvernement provisoire dominé par ses fidèles. Un référendum est organisé dans la précipitation, 98% de « oui » pour une république islamique. Mais les questions sont floues, les débats étouffés. Khomeini a compris une chose, l'enthousiasme populaire, aussi puissant soit-il, est une flamme qu'il faut canaliser ou étouffer. L'épuration commence. En quelques mois, les anciens piliers du régime sont arrêtés, jugés à la hâte, exécutés. Le président de la Cour suprême, d'anciens ministres, des généraux, tous sont fusillés au nom de la justice du peuple. Mais très vite, la chasse aux ennemis s'étend, communistes, féministes, militants kurdes, journalistes critiques. Les opposants à la République islamique sont désormais qualifiés d'ennemis de Dieu. Le rêve d'une démocratie iranienne bascule dans un système théocratique autoritaire. Le Velayat Faqih, la clé du pouvoir. Khomeini impose une idée nouvelle, le pouvoir politique doit être entre les mains du Faqih, un guide religieux suprême, au-dessus des lois humaines. C'est le principe du Velayat Faqih, le socle de la République islamique. En clair, même élu par le peuple, un président ne pourra jamais dépasser l'autorité du guide suprême. C'est une rupture historique, jamais, dans l'histoire chiite, le pouvoir temporel n'avait été entre les mains du clergé. Khomeini ne veut pas simplement guider, il veut régner. Le choc des images, la prise d'otage à l'ambassade américaine. 4 novembre 1979. Des étudiants islamistes prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. 52 diplomates sont pris en otage. Les images font le tour du monde, drapeaux américains brûlés, yeux bandés, poings levés. Pour les Iraniens, c'est la revanche sur l'opération Ajax de 1953. Pour les États-Unis, c'est une humiliation sans précédent. Le président Jimmy Carter perd toute autorité. Khomeini, lui, devient un héros de l'anti-impérialisme. La crise durera 444 jours. Et scellera une haine tenace entre l'Iran et l'Amérique. Une jeunesse manipulée. Les écoles changent. Les manuels d'histoire sont réécrits. Les cours religieux remplacent les sciences humaines. Les garçons sont séparés des filles. Le hijab devient obligatoire. L'alcool, la musique, la danse, interdits. Une génération entière va grandir dans un état religieux militarisé, dirigé par des gardiens de la révolution, les passedarans bras armés de l'idéologie. Mais dans le silence, une résistance commence. Discrète. Intellectuelle. Poétique. Clandestine. Les premières fissures internes. Dès 1980, des voix s'élèvent au sein même du régime. Des anciens alliés de Khomeini commencent à dénoncer les dérives. Le président Bani Sadr, élu avec espoir, est vite écarté. Les Moudjahidines du peuple, un groupe de gauche islamistes, sont réprimés dans le sang.
Des centaines d'exécutions sont menées en 1981. Khomeini ne partage pas le pouvoir. Il l'exerce. Seul. Absolu. Le retour de l'ordre religieux. Le régime se durcit. Les tribunaux révolutionnaires condamnent à mort en masse. Les minorités religieuses, comme les Bahaïs, sont pourchassées. Les artistes, poètes, cinéastes, sont contraints au silence ou à l'exil. L'Iran se ferme. Il se replie sur une identité islamique radicale. Et pourtant, tout cela n'est que le prologue. Car en septembre 1980, une guerre inattendue éclate. Et elle va tout changer. La révolution de 1979 fut un cri d'espoir. Mais dans la fureur du changement, ce cri fut étouffé. Un rêve a été saisi, et transformé en cauchemar pour beaucoup. Et tandis que le peuple s'adapte à ce nouveau pouvoir religieux, une menace approche de l'Ouest. L'Irak. Saddam Hussein. La guerre. Bagdad, septembre 1980. Saddam Hussein, moustache taillée au couteau, regarde la carte. À l'Est, l'Iran vient d'achever une révolution. L'armée est désorganisée. Le pouvoir est instable. Il croit à une victoire rapide. Il a tort. Il vient de déclencher l'une des guerres les plus longues et les plus meurtrières du XXe siècle. Le prétexte, le Châtel arabe. La frontière entre l'Iran et l'Irak est floue. Le fleuve Châtel arabe, qui débouche sur le golfe Persique, est une zone disputée depuis des décennies. Saddam accuse l'Iran de soutenir les rebelles chiites irakiens. Il prétend vouloir défendre sa souveraineté. Mais derrière ces justifications, il y a une opportunité. L'Iran est affaibli. Son armée purge ses généraux. Son économie est en crise. Saddam veut frapper avant que le régime islamique ne se stabilise. L'invasion. Le 22 septembre 1980, les forces irakiennes envahissent le sud-ouest de l'Iran. Ils avancent vite. Les villes de Khorramshahr et Abadan sont pilonnées. Téhéran est en état de choc. Mais très vite, les Iraniens réagissent. Pas avec des chars, mais avec la foi. Des jeunes par milliers s'engagent. Des adolescents. Des enfants parfois. Ils se jettent sur les lignes ennemies avec des bandeaux au front et des clés en plastique autour du cou. Les clés du paradis. Khomeini transforme la guerre en guerre sainte. Une croisade contre un tyran laïque et l'Occident qui le soutient. Une guerre sale, totale, oubliée. Le conflit dure 8 ans. 8. 1 million de morts cumulés. Des centaines de milliers de blessés. Des attaques chimiques contre les soldats iraniens. Des enfants envoyés en vagues humaines pour désactiver les mines. Des villes rasées, des villages rayés de la carte. Et pourtant, le monde regarde ailleurs. Les États-Unis, l'URSS, la France, l'Arabie Saoudite, tous soutiennent l'Irak. Pourquoi? Parce que l'Iran révolutionnaire, islamique et radical fait peur. On vend à Saddam des armes, des satellites, du gaz sarin. Et quand l'Iran se défend, on le qualifie d'agresseur chiite. Économie ruinée, société militarisée. L'économie iranienne s'effondre. Le pétrole est saboté. Les sanctions pleuvent. Mais Khomeini s'en sert pour consolider son pouvoir. Les pasdarans deviennent des héros nationaux. La presse est entièrement militarisée. La jeunesse est embrigadée. Le peuple souffre, endure, pleure, mais ne rompt pas. Le régime islamique devient indestructible dans la douleur. Une paix sans paix. En 1988, après 8 années de massacre, Khomeini accepte un cessez-le-feu. Il dira, boire la coupe du poison. Aucune victoire. Aucun gain territorial. Juste un champ de ruines, une génération sacrifiée, et une société profondément marquée. L'oubli du monde. Contrairement au Vietnam, à l'Afghanistan ou à la guerre du Golfe. La guerre Iran-Irak est tombée dans l'oubli. Pas d'image, pas de star, pas de compassion. Et pourtant, elle est le cœur noir de l'Iran moderne. Le moment où la République islamique est devenue imperméable à la critique. Le moment où les Iraniens ont appris que personne ne viendrait les sauver. La guerre Iran-Irak n'a pas simplement détruit des vies. Elle a forgé une nation en guerre permanente. Contre ses ennemis extérieurs, mais aussi contre elle-même. Et tandis que les armes se taisent, une autre guerre commence. Celle contre le monde, et contre le doute.
Dans le prochain bloc, les années 90 et 2000 entre sanctions, ambition nucléaire, répression et illusion de réforme. 1989. Khomeini meurt. Mais le régime qu'il a créé est plus vivant que jamais. Plus organisé. Plus dur. Plus méfiant. Le guide change. La ligne reste. Crâne et os en croit la mort du fondateur, la survie du système. Le 3 juin 1989, l'ayatollah Khomeini s'éteint à l'âge de 86 ans. Une marée humaine de 10 millions de personnes accompagne son cercueil. Mais son départ n'ouvre aucune brèche. Son successeur est un homme discret, calculateur, peu charismatique, Ali Khamenei. Il n'a ni l'aura ni la légitimité religieuse de Khomeini. Mais il devient guide suprême à vie, et étend encore ses pouvoirs. Il contrôle l'armée, la justice, les médias, les nominations politiques, et même les élections. Khamenei ne parle pas beaucoup. Mais il voit tout. Rafsanjani, le pragmatique. Le nouveau président de la République est Akbar Hashmi Rafsanjani, un pilier du régime, modéré, fin stratège. Sa mission, reconstruire un pays ruiné par la guerre. Il veut relancer l'économie, attirer les investisseurs, moderniser l'industrie. Mais l'Iran reste sous surveillance. Les États-Unis imposent un embargo commercial en 1995. Puis les Européens prennent leur distance. Le régime parle de réforme. Mais dans l'ombre, il renforce son système sécuritaire. Le dossier nucléaire, l'arme politique. Dès les années 90, l'Iran relance discrètement son programme nucléaire. Officiellement, c'est pour la production d'énergie. Officieusement, c'est une dissuasion. Un levier géopolitique. Le régime comprend qu'en menaçant sans jamais aller trop loin, il peut forcer le dialogue, obtenir des concessions, créer un climat de peur utile à sa survie. Le monde hésite, faut-il attaquer? Négocier? Isoler? L'Iran joue sur tous les tableaux. Et gagne du temps. Khatami, l'espoir brisé. En 1997, surprise. Les urnes portent au pouvoir un homme inattendu, Mohammad Khatami. Un intellectuel, modéré, souriant, qui parle de dialogue entre les civilisations. Il ouvre Internet. Relâche un peu la presse. Autorise des films critiques. Les jeunes, les femmes, les artistes reprennent espoir. Mais en coulisses, les durs du régime freinent tout. Les réformateurs sont bloqués, sabotés, menacés. En 1999, des manifestations étudiantes éclatent à Téhéran. La répression est brutale. Des morts. Des arrestations. Des disparitions. Le message est clair, on peut parler, mais pas agir. Le fossé entre peuple et pouvoir. Année après année, deux Irans se superposent. Celui des jeunes connectés, créatifs, urbains, éduqués, qui rêvent d'ouverture. Et celui des vieux ayatollahs, conservateurs, méfiants, paranoïaques, repliés sur le dogme. Le fossé se creuse. Mais le pouvoir tient, car il a ce que le peuple n'a pas, les armes et l'argent. Et dans l'ombre, les gardiens de la révolution deviennent un empire économique. Ils contrôlent le BTP, le pétrole, les ports, les banques. Un État dans l'État. Protégé. Intouchable. Le choc Mahmoud Ahmadinejad. En 2005, retour à la ligne dure. Un ancien maire de Téhéran, populiste et provocateur, est élu président, Mahmoud Ahmadinejad. Il nie l'Holocauste, menace Israël, défie l'ONU. Le dossier nucléaire devient explosif. Le Conseil de sécurité vote des sanctions internationales. Mais à l'intérieur, il séduit les classes pauvres avec des aides sociales, un discours religieux musclé, et un nationalisme exacerbé. L'Iran se ferme à nouveau. Et le monde retient son souffle. 2009, le soulèvement vert. Élection présidentielle. Le réformateur Mir Hossein Mousavi est donné gagnant. Mais les résultats sont truqués. Ahmadinejad est réélu. Des millions d'Iraniens descendent dans les rues, en silence, vêtus de vert. C'est la plus grande manifestation depuis 1979. Le régime frappe. Tue. Enferme. Le monde regarde, choqué. Mais aucun changement. Le guide reste. Le peuple se tait. Et la fracture devient une plaie ouverte.
De 1989 à 2010, l'Iran a survécu à tout. L'embargo, l'isolement, les menaces, les révoltes. Mais à quel prix? Une jeunesse désabusée. Un régime plus dur, plus riche, plus craint. Et pourtant, sous les voiles, sous les murs, sous les slogans, quelque chose bouge. Un feu lent. Une tension sourde. Car une nouvelle génération est en train de naître. Et elle ne veut ni chat, ni guide. Ils sont jeunes. Ils sont connectés. Ils sont fatigués. Fatigués du contrôle. Fatigués des sermons. Fatigués de vivre deux vies. Une pour survivre. Une pour être libre. Bienvenue dans l'Iran d'aujourd'hui. Une génération née après la Révolution. Elle n'a jamais connu le Shah. Elle n'a pas vécu la guerre contre l'Irak. Elle est née avec le voile obligatoire, les murs de censure, les slogans imposés. Mais elle a grandi avec le satellite, les VPN, Instagram, les séries américaines, les chansons interdites échappées des casques. Elle parle anglais. Elle code. Elle dessine. Elle rêve. Et surtout, elle ne croit plus aux récits officiels. Vivre caché, vivre double. Dans les rues, silence, retenue, autocensure. Dans les maisons, danse, rire, alcool clandestin, débat brûlant. L'Iran est un pays à deux vitesses, deux visages, deux vérités. Un théâtre géant, où chacun joue un rôle pour éviter l'arrestation. Les femmes maquillent sous le voile. Les couples s'aiment sans mariage. Les artistes exposent sous pseudonyme. La peur est présente, oui. Mais la création l'est aussi. Le courage s'est déplacé. Il est devenu quotidien. Intime. Les femmes en première ligne. Elles sont les premières visées. Voile obligatoire. Contrôle du corps. Discrimination dans la loi, le mariage, l'héritage. Et pourtant, elles sont les premières à résister. Dans les universités, dans les tribunaux, dans la rue. Elles défient, subtilement ou frontalement. Certaines retirent leur voile en public. D'autres le stylisent, le glissent en arrière, le défient par le détail. En 2017, des femmes se dressent seules sur des boîtes électriques, voile au bout d'un bâton. Elles seront arrêtées. Mais leur image marquera le monde. Jina Mahsa Amini, le nom qui a tout déclenché. 16 septembre 2022. Jina Mahsa Amini, 22 ans, meurt en garde à vue, arrêtée par la police des mœurs. Elle portait mal son hijab, selon les agents. Le pays explose. Des femmes brûlent leur voile en public. Des jeunes affrontent la police à main nue. Le slogan devient viral, universel. Femme, vie, liberté. Zan, Vendeji, Azadi. C'est plus qu'une colère. C'est une génération qui dit assez. Une répression féroce. Le régime répond par la violence. Plus de 500 morts. Des milliers d'arrestations. Des exécutions publiques. Internet coupé. Caméras arrachées. Mais cette fois, quelque chose a changé. La peur ne fonctionne plus. Même les enfants de cadres du régime dénoncent. Des lycéennes crient dans les couloirs. Des artistes fuient, dénoncent, filment. La culture comme résistance. Les chansons interdites deviennent des hymnes. Les réseaux sociaux, des champs de bataille numériques. Les films censurés circulent sous le manteau. La poésie renaît. Les blagues se politisent. L'Iran moderne ne se soulève pas par les armes. Il se fissure par la culture. Il résiste en beauté, en humour, en art. Une société plus lucide que son régime. Dans les cafés de Téhéran, on parle économie, sociologie, géopolitique. Les Iraniens savent ce que le monde pense d'eux. Ils savent qu'ils sont piégés. Mais ils n'abandonnent pas. Ils vivent. Ils espèrent. Ils construisent à l'intérieur des ruines. L'Iran n'est pas qu'un pays de barbus et de drapeaux noirs. C'est un peuple, multiple, fatigué, mais vivant. Un peuple qui veut vivre librement, sans renier son passé, mais sans être prisonnier de ses cicatrices. La révolution ne sera peut-être pas télévisée. Mais elle est déjà en marche. Et dans le dernier chapitre, tu verras comment l'Iran entre dans l'incertitude totale. Entre espoir, chaos et avenir brumeux. Le présent est un champ de bataille invisible.
où s'affrontent passé et futur, espoir et peur. Oppression et liberté. Une société en tension permanente. L'Iran d'aujourd'hui est une mosaïque fragile. Des jeunes audacieux aux esprits ouverts, face à une génération au pouvoir qui serre les rangs, convaincus que seul le contrôle peut sauver la nation. Des poètes et activistes en exil, mais aussi des milliers d'Iraniens qui, chaque jour, tentent de faire bouger les lignes de l'intérieur. Entre répression et réforme. Les autorités alternent fermeté extrême et annonces timides de réforme. L'économie vacille, frappée par les sanctions internationales, la corruption et la pandémie. Le pouvoir tente de garder la main en s'appuyant sur les gardiens de la révolution et les réseaux de contrôle numérique. Mais l'idée même d'un changement profond est devenue inéluctable. Le poids des nouvelles générations. Les jeunes, femmes et hommes, refusent d'être prisonniers. Ils rêvent d'un Iran libre, ouvert, respectueux des droits humains, connecté au monde. Leurs chansons, leurs films, leurs manifestations silencieuses résonnent au-delà des frontières. Vers quel avenir? L'Iran est un pays aux mille contradictions. Entre richesse culturelle millénaire et lutte moderne. Entre une histoire parfois douloureuse et une soif inextinguible de liberté. Le croissant de lune continue de jeter ses ombres, mais aussi sa lumière. Ce voyage au cœur de l'histoire iranienne nous rappelle que derrière chaque drame géopolitique se cache un peuple complexe, humain, vivant. Un peuple qui, malgré les ombres, ne cesse d'espérer. Merci d'avoir partagé ce récit. Que la lumière perce les ombres du croissant.